Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter donc les éléments principaux à connaître sur les accords, enfin, sur l'activité partielle de longue durée. Je précise donc que le support que je vais utiliser vous sera communiqué à la fin du webinaire. Donc vous verrez que ce support comprendra les pages que j'aurai utilisées, mais aussi des annexes avec toutes sortes de précisions utiles et y compris une partie questions-réponses. Donc j'espère que ça pourra répondre à la plupart de vos questions. Et sinon, bien évidemment, on a la séquence interactive à la fin du webinaire, de toute façon, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, donc un petit mot très rapide sur le cabinet Sextant, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Sextant, c'est un cabinet de conseil donc au CSE et aux organisations syndicales, qui intervient dans les champs qui sont prévus par la loi, soit pour des missions, disons, d'expertise comptable, hein, sur les 3 consultations par semaine, par exemple, ou sur les expertises santé, conditions de travail. On est aussi donc agréé pour les formations nouveaux élus et santé, conditions de travail. Voilà, je suis le président de Sextant. Alors, donc on en vient donc à l'appel D. Alors, ce qui est important, vous savez que la période est marquée par une certaine instabilité réglementaire. On le vit tous avec les restrictions, notamment sur l'accès à un certain nombre d'activités et les bars, les restaurants. Bon, bah c'est pareil pour le droit social. Et donc, la PLD a déjà, il y a eu une loi, il y a eu un premier décret. Et il y a un deuxième décret qui est venu modifier un certain nombre de choses dans le premier décret, donc qui a été publié le 29 septembre 2020. Donc la présentation que je vais utiliser est à jour. Voilà, elle est à jour, mais ça va encore changer dans le futur. Donc voilà, je précise que je ne parle que de la PLD et pas ou très marginalement, de l'activité partielle de droit commun, qui est en pratique celle qui va beaucoup évoluer et à la baisse dans le futur, sauf pour les secteurs sinistrés. Alors, qu'est-ce que c'est que la PLD? Alors, c'est en pratique une réduction indemnisée du temps de travail d'au moins 6 mois, hein, donc qui est renouvelable, et qui est soumise à autorisation administrative. Donc, l'idée, c'est que l'employeur bénéficie d'aide pour réduire le temps de travail jusqu'à un maximum de 40%. Hein, on verra que c'est possible d'aller jusqu'à 50% sur dérogation. Mais en échange, il doit prendre des engagements sur l'emploi et aussi sur la formation professionnelle. Donc les salariés, donc, ils sont indemnisés pour la quasi-totalité sur le temps de travail. Donc ils ont une perte de revenus, mais qui est limitée. Puisque en fait leur chômage partiel est pris en charge financièrement par l'État en grande partie. Et puis ça doit donc être obligatoirement négocié. Ça, c'est un grand changement par rapport à l'activité partielle de droit commun. L'activité partielle de droit commun, l'employeur pouvait la mettre en place unilatéralement. Il pouvait même la mettre en place sans consulter son CSE. Ou du moins il avait un délai, il pouvait le consulter après la mise en place. Bon, là, c'est obligatoirement négocié, ou alors c'est l'application d'un accord de branche, hein, donc avec une consultation du CSE, mais qui est préalable. Je reviendrai sur ces points. Donc le premier point, c'est que c'est donc contrôlé par les partenaires sociaux, donc par vous. Et deuxièmement, c'est aussi autorisé, ça ne change pas, par l'administration du travail, avec un contrôle qui est quand même un peu plus enfin qui est plus fort. Voilà. Et donc c'est donc 6 mois renouvelables jusqu'à 24 mois sur une période de 36 mois. Donc on reviendra sur ces éléments. Alors, donc l'objectif, c'est donc d'assurer le maintien dans l'emploi face à une situation difficile. Et l'employeur devra d'une part objectiver sa situation
et en partager les éléments donc avec ses élus, ses organisations syndicales et puis aussi la directe, hein. Donc concrètement, ce qu'il faut signaler, c'est que l'APLD ne répondra pas à toutes les situations. Ça répond aux situations des entreprises qui sont dans un contexte où elles ont encore un impact de la crise sanitaire sur leur activité, mais un impact limité, hein. Donc c'est pas les activités qui sont interdites, comme par exemple les salles de sport, eh bien, ça ne peut pas répondre à leur activité, enfin, dis-moi si leur situation se prolonge. Et d'autre part, donc, l'idée du gouvernement, c'est que c'est une aide qui s'adresse aux entreprises dont le modèle économique n'est pas totalement détruit par la crise sanitaire. Et donc, normalement, l'aide qu'apporte l'État à travers la PLD doit permettre à l'entreprise de traverser la mauvaise passe et après de rebondir et de s'en sortir, hein. Donc, l'idée pour le gouvernement n'est pas d'aider des entreprises qui seraient déjà en très grande difficulté parce qu'elles auraient un modèle économique, de toute façon, déjà fortement atteint par d'autres éléments. Voilà, et donc il doit y avoir un dialogue sur la situation et les perspectives économiques, tout ceci devant être inclus dans le préambule de l'accord. Voilà. Donc c'est là où des gens comme nous, donc, qui aidons les organisations syndicales et les CSE, on peut avoir un rôle à jouer. Et c'est ce qui se passe en pratique sur un certain nombre de dossiers auxquels nous participons aujourd'hui. Souvent, alors il n'y a pas de support légal hein, pour faire intervenir un expert, mais comme l'entreprise a besoin de vous, c'est possible de l'obtenir. Et puis bien souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui négocient pour faire face à la crise sanitaire, elles mobilisent plusieurs moyens. Et souvent, il peut y avoir une RCC, une rupture conventionnelle collective, ou un APC, un accord de performance collective, en même temps qu'un APLD. Et donc, typiquement, quand on est présent via un des moyens, on étend la mission à l'ensemble des questions qui sont débattues par les négociateurs. Voilà, donc c'est possible en pratique hein, de se faire aider dans ce type de contexte. Donc, je rappelle, hein, l'objectif légal, c'est de ne pas licencier les salariés concernés. On verra hein, que la PLD n'est pas non plus une protection absolue, hein. Donc, ne vous jetez pas tête baissée sur une signature. Ce n'est pas, voilà, c'est pas une protection absolue, donc il faut faire un petit peu attention quand même, hein. On va voir ça plus en détail. Donc, ça peut être négocié et donc il peut y avoir une demande à l'administration, à la directe, jusqu'au 30 juin 2022 et le bénéfice du dispositif est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. Ça sera peut-être prolongé, je ne sais pas, mais enfin déjà, là, ça fait quand même plus de 2 ans. Alors, on a vu deux façons de mettre en œuvre un APLD, soit via un accord majoritaire signé avec les organisations syndicales, donc selon les procédures habituelles, hein, donc comme pour tous les accords. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'organisation syndicale, l'entreprise peut négocier avec le CSE. Et dans de toutes petites entreprises, ça peut même se faire par ratification, avec les 2/3 des salariés. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la déclinaison d'un accord de branche étendu. Il y a déjà plusieurs branches qui ont signé des accords et qui ont été étendus par l'administration. Donc il y a la métallurgie, qui a été très, très rapide. Il faut dire qu'elle a largement alimenté les idées relatives à l'activité partielle en général et à la PLD en particulier. Mais il y a aussi la branche Syntec qui a fait un accord assez intéressant, un peu plus exigeant, enfin plus exigeant que celui de la métallurgie. Vous trouverez d'ailleurs un comparatif des deux accords dans les annexes de cette présentation. Alors, et puis il y en a d'autres, hein. Il y a dans la bijouterie, et puis ça se répand. Il y a aujourd'hui environ, enfin, il y a plus de 300 accords qui ont été signés par des entreprises depuis que le dispositif est ouvert. Alors, quand c'est un accord de branche étendu, là, il n'y a pas
de besoin pour l'employeur de négocier dans l'entreprise, il réalise un document unilatéral qui doit être conforme à l'accord de branche et il consulte son CSE. Hein. Il ne peut pas faire sa demande à la directe tant qu'il n'a pas l'avis du CSE. Voilà, donc, alors, je précise, on y reviendra là aussi, qu'il est tout à fait possible pour un employeur qui trouverait que l'accord de branche étendu ne lui est pas adapté, il est tout à fait possible de déroger à l'accord de branche par un accord d'entreprise. Hein. Vous savez que depuis notamment les ordonnances, mais ça avait commencé avant, la branche ne prime plus sur l'entreprise que dans certains domaines. Bon, il se trouve que le domaine qui est couvert par les APLD n'est pas dans ce qu'on appelle le bloc 1. Ça veut dire que l'entreprise, via un accord, peut déroger aux conventions qui ont été définies au niveau de la branche. Voilà, on y reviendra. Évidemment, si l'employeur veut vous emmener dans cette direction, c'est qu'il y a un intérêt, bien évidemment. Enfin, faites très attention à ne pas signer un accord qui serait moins intéressant que celui de la branche, ou alors obtenez des contreparties par ailleurs. En tout cas, si vous refusez de signer un accord qui serait moins intéressant que celui de la branche, eh bien, l'employeur, je pense, fera contre mauvaise fortune bon cœur, et puis il mettra en place la PLD de branche. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces accords-là, quelle que soit la forme, donc d'entreprise ou de branche? Donc, on a un préambule, donc ça c'est des clauses obligatoires, un préambule avec un diagnostic sur la situation économique et aussi sur les perspectives. On verra que ces éléments-là, périodiquement, l'entreprise devra les actualiser, d'une part devant ses partenaires sociaux et d'autre part devant la directe aussi. Voilà. Et puis, bon, il y a toute une série de clauses qui sont obligatoires. Et parmi celles-ci, j'attire votre attention sur deux d'entre elles. Donc, premièrement, les engagements de l'employeur, donc sur l'emploi et la formation professionnelle. Alors, ce n'est pas défini par l'État, hein, enfin, par la loi, pardon. Donc, ce sera à vous de définir quels sont ces engagements. Hein. Et deuxièmement, les modalités d'information des organisations syndicales représentatives signataires et aussi du CSE, sachant que là, il est prévu que c'est au moins tous les 3 mois, les modalités d'information, de suivi. Hein. Mais ensuite, sur les méthodes, sur la périodicité, c'est à vous de le définir aussi. Et ensuite, comme maintenant dans beaucoup de textes de loi, il y a des clauses facultatives, c'est-à-dire des espèces de conseils, des suggestions qui sont apportées aux négociateurs, dont ils peuvent se saisir ou pas, mais qui n'ont pas force obligatoire. Donc, en particulier, il y a la question des efforts proportionnés des dirigeants, mandataires sociaux et actionnaires. Donc ça, on comprend bien l'idée. L'État va donc apporter des fonds à l'entreprise pour faire en sorte de prendre en charge la quasi-totalité du chômage partiel. Ça paraît logique, mais tout le monde ne le fait pas, que l'entreprise, pendant ce temps-là, soit un peu moins généreuse vis-à-vis de ses actionnaires ou de ses mandataires sociaux. Une entreprise donc qui augmenterait ses dividendes dans la même période ou qui augmenterait massivement ses mandataires sociaux, ça fait un peu tâche. Maintenant, c'est possible. Hein. Donc, c'est possible, sauf si vous mettez cette clause facultative dans l'accord. Donc, je vous encourage à le faire. Voilà, pour une fois qu'on a un dispositif où il y a une certaine conditionnalité des aides, il faut en profiter. Maintenant, retenez quand même que ça ne va pas de soi. Hein, c'est pas une clause obligatoire. Voilà. Mais comme l'employeur a besoin de vous, vous pouvez quand même faire valoir ce point. Et sachez que, par exemple, dans l'accord de branche Syntec, il y a des dispositions qui vont dans ce sens. Hein. Donc, c'est possible d'obtenir des choses. Ensuite, l'autre point qui nous paraît important, c'est les moyens de suivi par les organisations signataires. Hein. Donc, la clause obligatoire, c'est les modalités d'information. Et après, il y a la question des moyens. Donc, ça aussi,
Il est suggéré de discuter des moyens qui sont donnés aux organisations syndicales. Ben, c'est vous de ce point-là. Il y a une dernière clause qui nous paraît importante, mais malheureusement, elle n'est pas citée par la loi. Enfin bon, ça ne vous empêche pas de le négocier, bien évidemment. C'est la clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire, bon ben, voilà, parce que quand même, il va y avoir, ça dépend de l'accord, mais il va y avoir une perte de revenus pour les salariés, même si elle est modérée, ils vont perdre aussi un peu certains droits. Si l'entreprise s'en sort bien à l'issue de l'accord, on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, ils récupèrent une partie de ce qu'ils ont perdu. C'est ça ce qu'on appelle une clause de retour à meilleure fortune. Donc n'hésitez pas à négocier ce type de choses. Ce serait dommage que si jamais l'entreprise va beaucoup mieux, elle verse énormément de dividendes à ses actionnaires et que les salariés ne récupèrent rien de tout ce qu'ils ont perdu. Donc ça s'organise à travers une clause de retour à meilleure fortune. Voilà, donc je précise, hein, oui, que dans l'accord, si jamais donc l'employeur souhaite aller jusqu'à 50% de chômage partiel, il doit donc expliquer, d'abord, ça doit être clair dans l'accord, et deuxièmement, il doit expliquer les conditions dans lesquelles il pourrait être amené à demander ces 50%. Voilà, il faut qu'il exprime sa demande, sinon la directe ne pourra pas évidemment la valider. C'est elle qui a le pouvoir de déroger aux 40% maximum et d'aller jusqu'à 50%. Hein. Donc 40% de chômage partiel ou 50% de chômage partiel. Alors, je passe sur le contenu du document unilatéral de l'employeur en cas de déclinaison d'un accord de branche. J'ai parlé du fait qu'on pouvait déroger, hein, donc faites attention à ce point-là. Alors, maintenant, on en vient donc à cette réduction plafonnée du temps de travail. Alors, quelles sont ces caractéristiques à connaître? Donc, c'est, dans le cas général, maximum 40%. 40% de réduction du temps de travail indemnisé. Et jusqu'à 50. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 40% sur la période de l'accord ou sur les périodes de 6 mois. Ça ne veut pas dire que donc le salarié il doit être à 40% tout le temps pendant la période. D'abord, le 40%, enfin, ce qu'il y aura l'accord ou la déclinaison de l'accord de branche, elle ouvre un droit qui peut aller jusqu'à 40%, mais c'est pas forcément 40. Si ça va mieux que prévu et que l'employeur utilise son droit de tirage à seulement, on va dire, 15% de réduction du temps de travail, tant mieux, tout le monde est gagnant. Hein. Les salariés ont moins de pertes de revenus, l'entreprise tourne mieux, l'État verse moins d'indemnités, donc tout le monde est gagnant. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 40%, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est au niveau de chaque salarié, aucun des salariés ne pourra dépasser les 40%. Hein, vous ne pouvez pas avoir une application de la PLD qui ferait que plusieurs salariés, par exemple dans le même service, seraient à des niveaux complètement différents, avec l'un qui serait à 80% de chômage partiel, alors que l'autre serait à 20%. Ça, c'est pas possible. Les deux devront être à l'issue de la période à 40% maximum. Et normalement, c'est un système collectif, donc il faut qu'il soit plus ou moins au même niveau. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'égalité de traitement, donc c'est important. Deuxième point, c'est 40% maximum. Ça ne veut pas dire 40% tout le temps. Hein. Donc, ça veut dire que pendant la période, le salarié, il pourra avoir des périodes de suspension de son contrat total, en fait, 15 jours sans du tout travailler, et puis être à 100% d'autres semaines. Et puis, globalement, il faudra qu'en moyenne, ça fasse maximum 40%. Voilà, donc là, il y a une flexibilité. Donc,
qui permet à l'entreprise d'ajuster le niveau en fonction de la reprise, en particulier de son activité. Voilà, je passe à la suite. Alors, on en revient aux questions financières, donc les impacts pour les salariés. Donc, la perte de salaire, elle sera limitée pour les salariés, donc sauf ceux qui sont à plus de 4,5 SMIC. Donc 4,5 SMIC, c'est quand même un niveau de rémunération assez élevé. Je pense que même parmi les cadres, il y en a peu qui atteignent ce niveau. Mais il y aura des gens concernés malgré tout. Mais en dessous de 4,5 SMIC, la prise en charge est quand même assez forte. Alors comment ça se passe? Donc c'est l'employeur qui va continuer donc à verser une indemnité. Enfin, il va maintenir le salaire en quelque sorte, c'est pas exactement ça, mais pour la partie de chômage partiel, il va verser une indemnité aux salariés qui sont concernés à hauteur de 70% de leur rémunération horaire brute. Voilà, sauf à ce que l'accord signé soit plus favorable. C'est possible d'aller au-delà. Donc ça correspond à peu près à 84% du net, et au minimum, c'est le SMIC. Voilà. Je précise d'ailleurs que cette rémunération horaire, elle comprend beaucoup de primes. Donc, la référence de la rémunération horaire, elle comprend beaucoup de primes. Donc, si vous avez des primes, je sais pas, je pense aux commerciaux par exemple, la base sur laquelle sera calculée leur indemnité incorporera ces primes. Voilà. Et donc, ça ne peut pas être plus que 4,5 SMIC. Oui, donc là, il y a mentionné d'ailleurs le niveau, qu'est-ce que c'est 4,5 SMIC? C'est quasiment 7 000 euros, donc c'est quand même pas. Une perte de revenus, donc qui sera évidemment plus importante pour les très hauts revenus. Alors ce que nous vous encourageons à faire, c'est de voir, dans le cadre de la négociation, s'il est possible que l'employeur aille plus loin que les 70%. Parce que en pratique, ça ne va pas lui coûter extrêmement cher. Pourquoi? Parce que tant qu'il est en dessous de 3,15 SMIC, donc la rémunération est inférieure à 3,15 SMIC, eh bien, il n'a aucune charge sociale ni patronale à payer sur l'indemnité complémentaire. Donc, ça représente une économie de 50% par rapport à du salaire. Donc, le petit coup de pouce qu'il peut donner, ça ne va pas forcément bouleverser son économie. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'accord Syntec, je vous encourage à y jeter un coup d'œil, enfin en tout cas à la synthèse que nous avons faite, vous verrez que les négociateurs de la branche ont convenu d'une indemnité complémentaire. Donc voilà, ça peut se faire au niveau des branches, donc pourquoi pas au niveau des entreprises. En tout cas, nous, on l'observe dans un certain nombre d'entreprises. Donc c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est important de réaliser aussi, c'est que la perte de revenus du salarié, elle ne va affecter que la partie où il est au chômage partiel, donc au maximum 40%. Donc on a fait un petit calcul. Donc pour un salarié, au salaire moyen des Français, 37 KE brut par an, un mois avec 40% d'activité partielle, eh bien, il va toucher 95% de son salaire net, environ. Parce qu'il va perdre sur la partie chômage partiel, mais ça ne correspond qu'à 40% de la totalité de sa rémunération au maximum. Donc globalement, quand on fait le calcul, sa perte de revenus, c'est 5%. Donc c'est pour ça qu'on parle de perte de salaire limitée. Voilà, alors je rappelle, j'insiste, jusqu'à 4,5 SMIC. Au-delà, c'est évidemment pas pareil. Alors, vous vous rappelez donc que c'est l'employeur qui verse l'indemnité aux salariés. Et dès lors qu'il a une APLD, il va aussi faire une demande d'allocation à l'État. C'est-à-dire que chaque mois, il va dire, bon ben voilà, j'ai eu tant et tant de salariés qui ont été au chômage partiel à tel niveau, donc j'ai versé tant d'indemnités, donc merci de me donner les allocations. Voilà, donc et en général, enfin en tout cas pour le chômage partiel de droit commun, c'était réglé
dans les 15 jours, hein, donc c'est assez rapide par l'État. Donc là, ce que va faire l'État, c'est qu'il va verser une allocation à l'employeur pour les salariés qui sont placés en APLD. Et donc, il va prendre la même rémunération brute, hein, et il va verser 60% de cette rémunération brute. Donc, c'est-à-dire que toujours avec le plafond, enfin, les mêmes contraintes, hein, c'est-à-dire que la base de référence sur laquelle les salariés vont toucher 70% de cette base de référence, sur ces 70%, l'employeur va récupérer 60%. Hein, donc, il lui restera 10% à sa charge. Alors, on va voir que là aussi, le calcul, en pratique, son reste à charge est évidemment beaucoup plus faible. Hein. Donc, pourquoi? Parce que sur la partie qui n'est pas couverte par une allocation, eh bien, sur la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par une allocation, il ne paye pas de charges sociales ni patronales. Donc, en pratique, si on reprend notre salarié au salaire moyen français, mis au chômage partiel à 40%, du point de vue de l'employeur, ça va lui générer une économie de 35%. C'est-à-dire que il met en réduction du temps de travail à 40% son salarié, et finalement, ce qu'il va devoir payer en coût salarial global, hein, y compris les charges patronales, ça va être 5% sur ces 40%. Donc un niveau très faible. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on en vient donc en résumé, donc un dispositif qui est très intéressant à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Donc, on vous encourage vraiment à y aller, hein. C'est une alternative très efficace contre les PSE, hein. Voilà. Donc, y compris si l'employeur vient vous parler d'un PSE, exigez de commencer à discuter des alternatives et notamment de l'APLD et pourquoi pas un APLD. Hein. Donc, c'est pas adapté dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est adapté quand même. Bon, donc, engagement de l'employeur sur l'emploi et la formation professionnelle. Hein. Donc, on l'a vu, dans le cadre de la négociation, il doit y avoir des engagements et c'est à vous de les définir. Hein. Parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est d'éviter les licenciements économiques. Alors, donc, les engagements, enfin, c'est pas parce que vous signez un APLD que ça veut dire stabilité de l'emploi. Pas du tout. Hein. Donc, déjà, l'employeur, il peut mettre en place tout autre type de départ dans l'entreprise. Tant que ce n'est pas un licenciement économique, il n'aura jamais aucun souci. Hein. Donc, alors évidemment, ne pas remplacer les gens qui s'en vont. Voilà. Ne pas remplacer les gens avec qui sont conclus des ruptures conventionnelles individuelles. Pas de problème. Faire une rupture conventionnelle collective sur des salariés qui sont couverts par un APLD, c'est parfaitement compatible, il n'y a aucun souci, ce ne sont pas des licenciements économiques, hein, c'est une autre forme de départ. Et puis, si jamais l'employeur met en place un accord de performance collective en même temps ou après ou avant, peu importe, qui prévoit, je ne sais pas moi, des impacts soit sur la rémunération, soit sur la mobilité géographique, avec donc des gens qui vont, par exemple, refuser d'être mobiles d'un site à l'autre parce qu'ils ont des contraintes en pratique. Eh bien, vous savez, hein, si vous avez déjà assisté au webinaire que nous avons donné sur la question, que l'employeur va pouvoir licencier les salariés qui refuseraient l'application de l'accord de performance collective. Voilà. Mais ce licenciement n'est pas un licenciement économique, c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cause étant constituée par le refus de l'application d'un accord. Donc, il est parfaitement possible pour une entreprise de mettre en place un APLD, de mettre en place un APC en même temps, d'avoir dans ce cadre-là 150 personnes qui refusent l'application de l'APC, et donc de faire 150 licenciements pour cause réelle et sérieuse.
c'est pas incompatible avec la PLD puisque ce ne sont pas des licenciements économiques. Donc, je vous encourage, si vous souhaitez discuter de ces engagements sur l'emploi et la formation, à définir qu'est-ce que vous entendez par là. Hein. Si pour vous, engagement sur l'emploi, ça veut dire on garde les postes de travail, et même s'il y a des gens qui s'en vont, parce qu'il y a toujours de la mobilité dans les entreprises, même s'il y a des gens qui s'en vont, soit naturellement, soit parce qu'ils partent en retraite, ou parce que, par exemple, il y a un APC qui est mis en œuvre et qu'il y a des gens qui partent dans ce cadre, eh bien vous allez remplacer les gens. C'est-à-dire que vous allez maintenir un effectif constant. Vous pouvez aussi définir une cible qui serait, je ne sais pas, n'importe quoi, à 90% de l'effectif au moment où vous signez la PLD. Vous pouvez définir ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui définissez l'engagement sur l'emploi. Maintenant, sachez que si vous ne définissez rien, l'employeur, il aura quand même beaucoup de possibilités pour réduire la masse salariale quand même. Hein. Au-delà de la PLD en supprimant donc des postes. Hein, donc nous vous encourageons à négocier des engagements plus protecteurs que l'idée générale qui est dans la PLD. Alors, un point à préciser, c'est que normalement, l'employeur, il ne peut pas licencier économiquement. Ok. Et d'ailleurs, il y a une sanction qui est prévue par la loi si l'employeur fait des licenciements économiques sur le périmètre des salariés qui sont couverts par la PLD. Donc, normalement, dans ces cas-là, eh bien, la directe peut demander le remboursement des allocations versées au titre de ces salariés licenciés économiques alors qu'ils auraient été qu'ils étaient couverts par un engagement. Voilà. Alors, bon, vous voyez que donc, de toute façon, la protection, elle est doublement, la protection sur l'emploi offerte par un APLD, elle est à relativiser. D'une part, comme je l'ai dit, parce que on peut organiser des départs de bien d'autres façons, et d'autre part, parce que si l'employeur fait des licenciements économiques quand même, eh bien, il prend un risque qui est de rembourser des allocations qu'il a perçues, mais on va voir qu'il peut en être exempté. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que blinder ces clauses-là, c'est un bon moyen d'éviter les mauvaises surprises et de s'apercevoir après coup qu'on s'est fait un petit peu avoir. Voilà. Je vous encourage. Alors, il y a une question importante sur cette question des engagements sur l'emploi et la formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est pareil, hein, il n'y a rien qui est défini, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous mettez dedans. Hein. Ça peut être un amendement aux, aux obligations de l'employeur, au compte professionnel de formation. Ça peut être d'autres choses, hein, mais c'est à vous de le définir. Si vous ne prévoyez rien, bon, d'une part, c'est pas très positif et la directe pourrait tiquer, mais surtout, ça ne va pas trop gêner l'employeur. À partir du moment où il met 1 euro de plus dans le CPF, c'est bon, il a fait un engagement sur la formation professionnelle. Bon, je reviens au périmètre, c'est ça dont je voulais parler. Le périmètre, donc, par défaut, le périmètre, c'est toute l'entreprise. Enfin, c'est le périmètre de l'accord. Mais il est possible, via la négociation, de définir un autre périmètre et de le réduire aux salariés qui sont couverts par la PLD. Voilà, parce que dans une entreprise où il y a une usine, un siège, je sais pas, des magasins, vous pouvez très bien, en tant qu'employeur, mettre en place un APLD, on va dire, sur les magasins, et pas sur le reste de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de disposition particulière dans l'accord, sur le périmètre, l'ensemble des salariés de l'entreprise va être protégé, entre guillemets, contre le licenciement économique. Mais par voie d'accord, il est possible de dire APLD sur les magasins, donc c'est ces salariés-là qui sont protégés, pas les autres. Et donc je pourrais faire un PSE sur l'usine ou sur le siège. Alors, c'est possible de le faire.
par voie d'accord, il faut le prévoir. Donc évidemment, si l'employeur vous demande ce type de choses, obtenez une contrepartie, hein, c'est le minimum. Voilà. Et en revanche, donc, quand il s'agit de la déclinaison d'un accord de branche, ben, l'accord de branche, il doit être appliqué, hein, quand c'est par décision unilatérale. Donc là, si l'accord de branche a prévu un périmètre entreprise, eh bien, l'employeur ne peut pas faire moins. Donc, vous serez protégé contre ce type d'initiative. Alors, bon, petit tableau qui résume un petit peu ce que j'ai pu dire sur la compatibilité de la PLD avec d'autres dispositifs, hein. Donc, voilà, donc c'est un point important à retenir. Donc, c'est que l'APLD n'est pas la protection absolue et qu'il existe bien d'autres dispositifs qui permettent à l'employeur de réduire ses effectifs malgré un APLD. Alors, donc le non-respect des engagements sur l'emploi. Donc, l'employeur a fait des licenciements économiques, individuels ou même par voie de PSE, ou par exemple sous forme d'un PDV, pas d'une rupture conventionnelle collective, mais d'un plan de départ volontaire, donc dans le cadre de la procédure PSE. Donc là, ils tombent sous le coup des licenciements économiques et la directe pourrait être amenée à lui taper sur les doigts et à lui demander, donc, alors elle peut faire deux choses, la directe. Elle peut d'une part interrompre le versement des allocations, donc ça c'est un peu gênant, surtout s'il n'y a que 3 licenciés économiques et qu'il y a 500 personnes couvertes par un APLD. Voilà, bon, ça c'est un peu la massue, quoi. Et puis, elle peut aussi demander le remboursement des allocations perçues pour les 3 salariés qui ont été licenciés. Mais euh, la directe peut s'abstenir de demander le remboursement. Alors souvent, ça passera par une demande d'exemption de l'employeur. Et donc, la directe pourra décider de ne pas réclamer les remboursements. Alors, dans quel contexte? C'est donc défini notamment dans le deuxième décret, celui du 29 septembre. Alors, quand c'est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise, donc ça, voilà. Donc, si elle fait des grosses pertes, c'est pas plus précis que ça, hein. Donc, après, voilà. Ensuite, et il y a aussi si les perspectives se sont dégradées par rapport à celles qui ont été présentées initialement, hein. On a vu que dans la PLD, il y a une phase de diagnostic préalable où on présente la situation de l'entreprise et ses perspectives. Et bien, si la réalité, elle est moins bien que les perspectives qu'on a présentées, alors, en tant qu'employeur, on peut faire un licenciement économique et demander de ne pas avoir remboursé les sommes, parce que vraiment, ça va beaucoup plus mal que prévu. Vous comprenez bien, monsieur. Voilà. Donc vous voyez que la protection est quand même relative. Deuxième point que vous voyez aussi, c'est que la directe a un rôle très important dans l'ensemble du dispositif, puisque c'est elle qui ouvre les droits, une fois que vous avez signé un accord, voilà. C'est elle qui va pouvoir donner une dérogation pour aller jusqu'à 50% de chômage partiel et pas 40%. C'est elle qui va donc contrôler l'application de l'accord, pas tout seul, avec vous aussi, hein, mais voilà, on va voir comment, mais elle va le faire. Et elle va pouvoir aussi dispenser l'employeur de rembourser les allocations qu'il aurait perçues pour des salariés licenciés économiques alors qu'ils étaient protégés par la PLD. Donc un rôle très important. Donc il va falloir que vous en jouez en fait en tant qu'organisation syndicale. Vous savez le faire dans bien des cas, vous l'avez fait quand il y a des PSE, hein. Les PSE, c'est des procédures administrées, hein, donc dans lesquelles l'employeur donne dans laquelle la directe valide ou homologue le texte présenté par l'employeur. Il a besoin de l'autorisation, hein, de licencier en quelque sorte. Et ben c'est un peu pareil pour la PLD. Bon, dans le cadre des PSE, un certain nombre d'entre vous ont certainement fait des démarches vis-à-vis de la directe, soit sous forme de messages, de lettres, voire vous vous êtes déplacé pour faire valoir votre point de vue. Il n'y a aucune raison de licencier, ça va bien.
le plan social qu'on nous propose, c'est la misère, et puis il n'est pas conforme à la légalité. Vous avez fait ce genre de choses. Et vous savez qu'en sensibilisant la directe, eh bien, on obtient des lettres d'observation, des lettres d'injonction, voire carrément un refus d'homologuer ou de valider un PSE. Donc ça nous est arrivé de le faire avec des équipes. Donc bah, c'est pareil sur ce type de dispositif, très encadré administrativement. Si vous avez le sentiment que l'employeur abuse, eh bien vous avez un point de vue à faire valoir. Hein. Donc vous pouvez, ne négligez pas cet acteur très important dans le cadre des APLD. Alors, je passe. Donc, le suivi de la PLD dans le temps. Donc, on va retrouver la directe, mais aussi les partenaires sociaux. Donc, la PLD, donc, la première autorisation est donnée pour 6 mois. Et ensuite, c'est un renouvellement par tranche de 6 mois jusqu'à 24 mois au total. 24 mois sur une période de temps de 36 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin 2022. Donc, ça veut dire que pendant cette période, l'employeur peut mettre en place du chômage partiel, soit en continu, mais donc 24 mois maximum, soit de façon, on va dire, perlée, en fonction de sa situation. Je sais pas, un trimestre sans chômage partiel, un trimestre avec du chômage partiel. Et voilà, ça doit représenter donc sur une période maximale de 36 mois un total de temps, enfin c'est 24 mois sur 36 mois. Donc à chaque échéance des 6 mois, l'employeur, il devra d'une part venir vous voir en tant que partenaire social. Enfin, on l'a vu, le suivi, il a lieu, y compris tous les 3 mois minimum. Mais là, il devra venir voir le CSE et faire et les organisations syndicales. Et il devra dire bon ben voilà où on en est. J'actualise mon diagnostic sur la situation économique et financière. J'actualise mes perspectives. Et donc, je demande la reconduction du système. Donc là, il n'y a pas besoin de renégocier quoi que ce soit, mais il doit y avoir donc un débat en CSE, et c'est la directe qui va renouveler l'autorisation ou pas, sur la base du bilan fourni par l'employeur. Bilan sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et d'information des IRP. Hein, donc, bon, c'est important. Et aussi sur la base du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité. Et dans ce cadre-là, le PV de la dernière réunion d'information du CSE sur la PLD sera communiqué à la directe. Donc, si vous avez quelque chose à faire passer, votez une résolution pour l'exprimer. Il faut que les débats en CSE reflètent les messages que vous voulez faire passer à la directe. Voilà, donc, hop. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, que négocier dans le cadre d'un APLD? Donc, un petit résumé des conseils que j'ai pu donner au fil de cette présentation. Donc, premièrement, alors, ce qui est important, c'est d'être conscient que l'employeur a besoin de vous. Hein. Il ne peut pas mettre en place l'activité partielle sans vous. Donc, il a besoin de vous soit pour négocier un accord, soit pour au moins obtenir un avis du CSE si jamais il décline un accord de branche. Hein. Et l'avis du CSE, il va être transmis à la directe. Donc, il vaut mieux qu'il soit globalement positif. Enfin, un avis qui dirait maintenant on n'en a pas besoin, tout va bien, on est déjà surchargé, bon, ça ferait mauvais effet. Donc, bon, parce qu'il y a aussi des patrons pas toujours très honnêtes, hein, ça peut arriver. Donc de toute façon, il aura besoin de vous. Donc, dans ce cadre-là, il ne faut pas hésiter à demander un certain nombre de choses. Donc, déjà, sur le diagnostic partagé, sur la situation de l'entreprise, ses perspectives, eh bien, il est nécessaire de mettre le maximum de choses sur la table et que vous ayez une information d'un bon niveau. Hein, donc, sur ces points-là, vous
pouvez demander à votre expert habituel de vous aider si vous le souhaitez. Ensuite, discuter d'une éventuelle indemnité complémentaire, hein. On a pu voir que ça n'allait pas coûter si cher que ça à l'employeur. Donc, ça fait partie des choses qu'un certain nombre de militants ont déjà obtenues dans le cadre des négociations qui se sont déroulées. Et il faut aussi penser aux accessoires de salaire, hein. Il peut y avoir, alors il y a un certain nombre, vous verrez ça dans les annexes, il y a un certain nombre de droits sur lesquels les impacts sont faibles, voire inexistants, hein. Et puis, je pense notamment à la retraite, où les impacts sont a priori limités. Pareil pour les mutuelles, la prévoyance. Mais bon, typiquement, il y a des choses comme l'impact sur les subventions du CSE. Parce que c'est basé sur les salaires soumis à charges sociales et patronales. Hein, donc ça veut dire que la partie indemnité, ça va amputer, en fait, hein. Donc, il y a des accords, des accords d'entreprise qui prévoient, où l'employeur s'engage pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ces accessoires-là. Il peut y avoir certaines primes qui peuvent être concernées. Voilà, en fonction de votre situation, du statut social qui existe dans l'entreprise, il peut y avoir des conséquences un peu indirectes, donc pensez-y. Voilà, là aussi, si vous avez convenu avec votre employeur de vous faire assister par un expert, il peut vous aider à calculer ces choses-là, à regarder les pertes de rémunération pour les salariés et qu'est-ce que ça coûterait à l'employeur de compenser. Donc, très important, donc je pense que j'ai été clair sur la question, soignez bien la définition des engagements sur l'emploi notamment et la formation professionnelle, si vous voulez avoir une vraie protection. Négocier donc une association de dirigeants et des actionnaires aux efforts qui sont réalisés par les salariés. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'eux qui consentent une baisse de leurs revenus quand même. Négocier une clause de retour à meilleure fortune, hein, appuyer sur des indicateurs économiques fiables, c'est la même idée. Quand ça va mieux, eh ben, tout le monde en profite, pas que les actionnaires. Et puis, donc, négocier des moyens pour le suivi de la mise en œuvre de la PLD par les organisations syndicales. Voilà, ça c'est encore le meilleur moyen pour vous d'agir tout au long de la vie de cet accord. Voilà, j'ai terminé donc pour la présentation et nous allons passer donc aux questions.